Bonjour à tous, il a commencé sa carrière chez L'Oréal, a fondé et dirigé pendant 10 ans l'opérateur télécom Virgin Mobile qu'il est en train de céder à Numéricable. Il est par ailleurs vice-président du MEDEF, plus particulièrement en charge des questions fiscales au sein de l'organisation patronale. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. François Rebsamen, le ministre du Travail, vient de créer un beau tollé en évoquant un contrôle plus strict des chômeurs. Est-ce qu'il a eu raison d'ouvrir ce débat ? Oui, il a raison d'ouvrir le débat. Il ne s'agit pas de dire que tous les chômeurs sont des tricheurs, ce n'est pas le sujet. Mais à un moment où il y a 5 millions de chômeurs, si on prend ceux qui travaillent qu'à mi-temps, la question du contrôle des chômeurs, la question des emplois non pourvus, il y a à peu près 300 000 offres qui ne trouvent pas preneur chez Pôle emploi, elle doit être posée. Alors, il faut un contrôle accru. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de contrôle. Les seuls chômeurs qui sont radiés, ce sont ceux qui ne se présentent pas aux convocations. C'est difficile parce que c'est quoi une offre raisonnable d'emploi? C'est pas un sujet facile, mais il faut poser la question. Je crois que dans la situation où on est, dans la difficulté que connaît la France, rien ne doit être tabou. Le temps de travail, on l'a vu la semaine dernière, celui du contrôle des chômeurs, la dégressivité des indemnités chômage. Enfin, posons les questions, ne procédons pas à coup d'anathème. Alors on le voit, la presse anglo-saxonne entonne à son tour un hymne à la gloire du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour d'Emmanuel Macron, que vous connaissez bien, puisqu'il siégeait comme vous à la commission Attali en 2007? Ça lui rend certainement pas la tâche très facile de démarrer avec cette espèce d'effet d'attente d'un côté et de critique de l'autre. Moi, je crois que ce qui est positif, c'est qu'on a un gouvernement, pour les patrons, pour l'économie, c'est qu'on a un gouvernement qui est relativement cohérent sur la ligne à suivre. Et puis, il faut le dire, une certaine modernité, un rajeunissement. Il y a Emmanuel Macron, mais il y a aussi Fleur Pellerin. Il y a des gens qui ont une vision différente de l'économie, différente de la société, ça c'est plutôt positif. Le risque, je reviens sur Emmanuel Macron, le risque en faisant l'image, l'incarnation de ce virage libéral du gouvernement, c'est de le pousser à gauchir quelque peu son discours. Ce qui était frappant de ce point de vue-là, c'est son interview dans Ouest France hier, qui était quasiment mot pour mot celle de Laurent Berger dans nos colonnes hier dans les Échos, notamment en ce qui concerne le MEDEF et la pression mise sur le patronat en disant c'est à vous de jouer en quelque sorte, maintenant on attend des engagements et des gestes du patronat. Il faut être précis. Il y a dans le pacte de responsabilité un programme qui va jusqu'à 40 milliards de baisse de charges. Mais la réalité, c'est que ces 40 milliards, les patrons français, en particulier les patrons de PME, n'ont pas vu la couleur aujourd'hui. C'est dans votre journal, je crois, mercredi dernier, que vous citiez un chiffre de Bercy, le CICE sur l'année 2014, c'est un peu moins de 4,5 milliards d'euros de baisse de charges constatées en cash dans la comptabilité des entreprises. Donc on est très loin des 40 milliards. Et ces 4,5 milliards, ils sont annihilés par des hausses d'impôts locaux, par des hausses de taxes diverses et variées. Donc oui, le patronat est prêt à se mobiliser, mais oui, il faut aller plus vite, plus fort dans ce pacte des responsabilités pour que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise touchent ces réductions d'impôts ou de charges et puissent réinvestir assez rapidement. Ça veut dire, pour être précis, comme vous le demandiez, si on parle de ce fameux sujet des seuils sociaux, qui sera un des sujets des semaines à venir, quand les syndicats et le gouvernement attendent de vous des engagements, concrètement, quel type d'engagement pouvez-vous prendre sur ce sujet des seuils sociaux en échange d'un éventuel assouplissement des règles en vigueur? On l'a dit à de nombreuses reprises, il n'y a pas d'engagement possible en termes de nombre de créations d'emplois sur un modèle, si on baisse les seuils sociaux, on monte les seuils sociaux, en l'occurrence de temps, ça fera exactement tant d'emplois. Il y a une étude de McKinsey qui parle de quelques dizaines de milliers d'emplois, mais tout dépend de la réforme qui sera faite. Ce qu'on ne voudrait pas sur les seuils sociaux, c'est faire une petite réforme. Il y a déjà eu des essais. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 12 mois pour mettre en place le comité d'entreprise. Là, il faut vraiment frapper un grand coup. Il y a 35 obligations, je crois, quand on passe de 49 à 50. Donc il faut vraiment qu'on arrive tous ensemble, et elles ne sont pas simplement d'ailleurs du domaine des partenaires sociaux, certaines sont obligations fiscales, etc. Il faut vraiment qu'on fasse une vraie réforme de ces sociaux, et oui, ça débloquera de l'emploi, oui, ça débloquera de l'emploi parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui se bloquent à 49. Est-ce qu'on peut prendre un engagement? Non, on ne peut pas prendre un engagement, on peut prendre un engagement de mobilisation, c'est la seule chose qu'on peut prendre. Vous savez, les chefs d'entreprise, ils ne rêvent que d'embaucher. Cette idée qu'ils restreignent leur embauche, qu'ils vont négocier donnant avec le gouvernement, c'est un peu surréaliste. Je reste sur les seuils sociaux. L'effet en termes d'emploi, il est très contesté. Des études contradictoires paraissent sur le sujet. Pourquoi le MEDEF en fait-il un chantier si important aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réformes qu'on peut faire à coût constant.
puisqu'on connaît les contraintes budgétaires. On a vu que le gouvernement, par la bouche de Michel Sapin hier, avait annoncé qu'il n'arriverait pas à tenir le rythme d'économie ou de ralentissement de l'augmentation de la dépense qui était prévue. Donc, quand on regarde ce qu'on peut faire, il y a le Code du travail qui est, on le sait bien, globalement, dans sa complexité, un frein au développement des entreprises. Alors, on peut... Et on le fait d'ailleurs, demander qu'on simplifie le Code du travail, mais la meilleure façon de simplifier le Code du travail, c'est de le prendre sujet par sujet. Et un des sujets les plus emblématiques, probablement les plus simples à négocier avec nos partenaires syndicaux, c'est celui des seuils. Alors, un des sujets à venir, ce seront les assises de l'investissement qu'on attend dans les jours qui viennent, mi-septembre. 15 septembre. Vous en attendez quoi de ce rendez-vous ? On a un problème d'investissement, c'est clair, en France. Pas tellement un problème de financement de l'investissement. Hein. Les banques, aujourd'hui, financent les demandes. Alors, il y a toujours des cas où on refuse, où les banques refusent, mais pour l'essentiel, les banques font leur travail. Mais il y a une limitation des demandes d'investissement des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème de compétitivité. Donc, le cercle vicieux, c'est perte de compétitivité, donc moins d'investissement, donc perte de compétitivité. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, l'absence de croissance. Donc, c'est une manière, cette table ronde, enfin, ce forum qui va être organisé, c'est une manière de faire un peu l'état des lieux et d'essayer de relancer des initiatives pour redonner envie aux chefs d'entreprise d'investir. Vous y viendrez avec des propositions concrètes ? Oui, il ne faut pas se tromper. L'essentiel est une affaire de psychologie. C'est-à-dire qu'on va effectivement faire des propositions, notamment autour des problèmes de fiscalité, hein, même si là on va se heurter au mur budgétaire, parce que pour relancer l'investissement, il y a aussi la rentabilité du capital, la fiscalité du capital, la fiscalité des plus-values. Si j'investis, il faut que j'ai un retour sur investissement. Donc on fera des propositions, on énumérera un certain nombre d'idées, on en attend en tout cas une mobilisation sur ce sujet-là. Très rapidement, pour conclure, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes en train de céder Virgin Mobile à Numéricable, c'est en cours de finalisation. Est-ce que vous avez une idée précise du business dans lequel vous allez investir avec l'argent que vous avez retiré de cette cession ? Écoutez, j'ai décidé de rester en France, qui est une question pas complètement simple, hein, avec la fiscalité qui n'est pas toujours favorable aux gens qui entreprennent. Et à partir de 2015, que la cession sera finalisée d'ici la fin de l'année, j'entreprendrai certainement dans un nouveau secteur. Ça ne sera pas les télécoms, puisque... dans le contrat de cession avec Numéricable, j'ai une clause qui m'interdit de travailler dans les télécoms pendant 2 ans. Mais ça sera dans la tech. Ça sera probablement tourné vers le grand public, puisque c'est ce que je sais faire, et avec une composante technique ou digitale. Donc vous reviendrez début 2015 pour nous en parler. Volontiers. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. À bientôt.